Je suis là pour vous parler des Reactive Streams, donc je vais essayer de pas dire trop de conneries. Donc si jamais vous voyez des trucs un peu foufou, vous me reprenez. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Alexandre Delegue, je suis développeur à Serly, je fais essentiellement du Java, un peu de Scala, du JavaScript, grosso modo des applications web. Et j'ai un Twitter, mais je suis un petit mateur, en fait, je poste jamais rien, je regarde ce que font les autres. Et sinon, j'ai un GitHub où il y a 2-3 trucs, notamment le code d'exemple de la presse. Du coup, je viens de la société Serly, donc en fait, je pense que vous connaissez, puisqu'ils font partie des sponsors principaux de cette conférence. Donc, c'est une société d'ingénierie d'ici. On fait du développement, de l'expertise, la recherche et développement, de la formation. Il y a à peu près 70 personnes. Pour garder les gens en forme, en fait, il y en a une partie qui fait de la contribution open source. Et en fait, comme on a quelques bonnes compétences dans plein de technos, en fait, on a aussi un petit catalogue de formation avec du Java, du Scala, plein de frameworks, etc. Donc, si jamais vous avez besoin, vous pouvez nous demander. Donc, avant de parler des Reactive Streams, j'ai essayé de vous parler de ce que c'est un stream. Donc là, j'ai mis une petite image un petit peu apaisante pour calmer les choses. Donc en fait, un stream, on peut dire que c'est un flux de données qui sont éphémères, en fait, donc vont durer juste le temps où elles passent, quoi. C'est continu, ça peut être infini, et en fait, dans ce stream, on va vouloir définir des étapes de transformation pour potentiellement enrichir, modifier les données, quoi. Donc les use cases d'utilisation de stream, ça peut être du processing de gros fichiers, de remonter des gros datasets depuis la base, traiter des données en temps réel, des échanges entre serveurs, du monitoring analytics. Donc les besoins, en fait, lorsqu'on va vouloir manipuler des streams, c'est pouvoir faire de la transformation de données, composer les streams ensemble, les splitter, les merger, pouvoir gérer en fait des consommateurs lents ou rapides, parce qu'en fait les applications, les systèmes qui vont traiter les données, en fait, vont pas forcément les traiter à la même vitesse, donc il faut qu'on soit capable de gérer ça. On va vouloir maîtriser la conso-mémoire, en fait, on ne veut pas faire sauter la mémoire. Et puis en fait, on va vouloir distribuer les traitements, donc ça peut être soit entre threads, entre core, CPU, même aller jusqu'à entre applications, et puis voire même entre nœuds sur le réseau, quoi. Et grosso modo, en fait, on aimerait bien avoir un truc un peu comme ça, où en fait, chaque carré, c'est des étapes de transformation des données, et puis en fait, on peut les séparer, traiter de manière différente en haut, en bas, et puis remerger derrière, et voilà. Donc, pour gérer ça, qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors déjà, on va pouvoir commencer par les collections dans Java. Là, c'est un exemple de code où en fait, on a des lettres de l'alphabet et puis en fait, on va vouloir les mettre en majuscules. Donc, si on veut faire ça avec du code standard Java, on va itérer sur la liste et puis en fait, on va créer une deuxième liste. On va rajouter chacun des éléments en majuscules dans la deuxième liste et à la fin, on va afficher. Bon, ça fonctionne. Par contre, c'est un peu si on veut commencer à faire beaucoup de choses. Ça va devenir un peu dégueulasse comme code, donc on va dire que c'est pas très satisfaisant. Les collections, en plus, c'est un ensemble fini d'éléments. Potentiellement, on a dit que là, on voudrait avoir des flux continus infinis. Ça permet d'itérer sur les éléments. Par contre, c'est difficile à transformer, difficile à composer. Depuis Java 8, il y a les streams. Donc, du coup, ça tombe bien, ça porte exactement le même nom. Donc là, déjà, c'est un peu plus intéressant. Ça fait exactement la même chose que juste avant. Donc là, on a toujours notre liste. Et en fait, à partir de cette liste, on va pouvoir créer un stream. Donc là, en fait, comme je n'ai pas décomposé, en gros, ça retourne un stream de string, ce qui n'est pas facile à dire, mais c'est ça. Et en fait, on a une fonction map qui permet de transformer chacun des éléments du stream. Et donc là, on les met en majuscules. À la fin, on les collecte dans la collection finale et puis on les affiche. Donc en fait, on pourrait, je crois, il y a un for each directement sur le stream, on pourrait l'afficher directement, mais bon, c'était pour montrer le même exemple qu'avant. Donc ça, en fait, en termes d'API, c'est déjà mieux. Donc ça permet de paralléliser. Donc pour paralléliser, en fait, il faut faire au lieu de faire un point stream, on fait un parallèle stream, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, on va pouvoir distribuer les traitements. Mais ça permet de paralyser sur les threads, sur les cores, sur la CPU. C'est bien pour composer, mais le problème, c'est que c'est bloquant. Alors le problème bloquant, en fait, je vais vous montrer, je vais essayer de vous illustrer ce que c'est cette problématique-là. Et du coup, ça va nous gêner pour distribuer entre applications. Donc là, si je veux commencer en fait à dans mon stream enrichir les données du stream par rapport à des données qui se trouvent sur une API REST,
on va pouvoir faire ça. Donc en fait, là, j'ai un truc qui balance des entiers en commençant à 0. Donc ça, c'est un flux infini. À chaque fois, je vais transformer l'entier en string. Je vais faire mon appel HTTP, je vais récupérer la valeur, je mets en majuscule, et pour chaque élément de mon stream, je vais les afficher dans la console. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que du coup, c'est bloquant. Et en fait, le côté bloquant, en quoi ça pose problème ? C'est que du coup, quand on accède à l'extérieur, en fait, généralement, il y a un temps de latence, donc en fait, le temps de réponse, du coup, qui peut être un peu long. Et si on fait ça à outrance, en fait, derrière, en gros, on va consommer plein de ressources pour ne rien faire, en fait, si ce n'est attendre la réponse. Donc, ça se présente comme ça. Là, on pourra avoir en fait deux traitements qui sont en parallèle, enfin qui sont chacun de leur côté, quoi. Donc, j'ai mon premier traitement qui commence à s'exécuter. Donc là, ça utilise du CPU, ça fait bosser la machine. Et là, en fait, je fais un appel à l'extérieur. Pardon. Et du coup, en fait, en pointillé, là, le thread, il va rien faire du tout. Il va juste attendre la réponse, mais n'empêche qu'il va être bloqué. En fait, il va être bloqué à rien faire, quoi. Donc ça, c'est pas très intéressant en termes d'optimisation d'utilisation des ressources. Donc là, même chose sur le thread 2. Et en fait, il y a une possibilité, c'est d'utiliser de l'asynchronisme. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est en fait de exécuter le début du premier traitement. Quand il fait l'appel à l'extérieur, en fait, on relâche le thread. Le thread, il est utilisé pour traiter le deuxième traitement, qui lui-même fait un appel à l'extérieur. Il est relâché, on revient sur le premier, il reçoit la réponse et on continue. Et en fait, là, en gros, l'idée, c'est d'utiliser un nombre de threads moins important et en fait d'optimiser les ressources, puisque chaque thread qui est créé, en fait, derrière, en fait, faut stocker le contexte et tout ça. Donc ça utilise de la mémoire, ça utilise des ressources pour rien. Donc on va essayer de voir si on peut intégrer ça dans les streams de Java 8. Donc là, en fait, j'ai le même traitement que tout à l'heure, sauf que ici, ça fait un appel asynchrone qui va retourner une future. Donc, et du coup, j'ai pas un stream infini, j'ai juste des éléments de 0 à 20. Donc ça émet des entiers, je prends que les entiers pairs, je les transforme en string. Ensuite, je fais mon appel asynchrone. Et le résultat de cet appel, donc on a dit, c'est une complétable future. Donc en fait, suite à cet appel-là, je vais avoir un stream de complétable future. Donc du coup, si je veux mettre l'élément en majuscule, il va falloir que je fasse ça, c'est-à-dire que en fait, j'enregistre un callback sur ma future pour dire quand le résultat il arrive, je le mets en majuscule. Donc déjà, on voit que ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. Et puis à la fin, quand je collecte les éléments pour récupérer une liste, en fait, ce que je me retrouve, c'est une liste de complétables futures. Donc là, en fait, pour pouvoir gérer ça, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir traiter la liste une fois que toutes les futures sont arrivées. Donc il faut écrire une méthode séquence qui est en dessous, qui dit je transforme cette liste de complétables futures en complétables futures de liste. Et quand la globalité de tous les éléments arrive, là, je vais pouvoir enregistrer un callback et les afficher. Donc ça fonctionne, mais par contre, en termes de lisibilité de code, c'est pas terrible. Et puis en fait, si on veut commencer à composer plein de choses comme ça avec des appels asynchrones, en fait, on va se retrouver avec des callbacks, de callbacks, de callbacks, de callbacks. Et c'est pas très joli et c'est pas très sympa à utiliser. Donc là, je vais faire un petit zoom sur les fonctions map et flatmap. Donc c'est pour vous montrer après en fait ce que ça pourrait être la version stream customisée, quoi. Donc la fonction map, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait c'est une fonction de transformation. Donc là, si j'ai une liste que je transforme en stream de 1, 2, 3, 4, et ma fonction map, c'est un string.valueOf, en gros ça va transformer chacun des éléments de type int en string. Donc en fait ça va transformer chacun des éléments qui est mis dans mon stream. Maintenant, dans le deuxième cas, j'ai une liste avec les lettres des morceaux d'alphabet. Et en fait, ce que je voudrais, c'est avoir une liste de toutes les lettres une par une, quoi. Donc si je fais ça, en utilisant la fonction map, donc ça va se passer comme ça, j'ai la fonction map, je fais un split et je transforme en stream. Sauf que derrière, je me retrouve avec un stream de string, ce qui n'est pas très intéressant. Donc c'est là où la fonction flatmap, elle arrive à la rescousse. Et en fait, du coup, en appelant flatmap et en exécutant la même fonction, en fait, je me retrouve avec un stream de string, ça aplatit les choses, quoi.
Donc en fait, pour nos histoires de futur, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir créer un stream à partir d'une future en utilisant la fonction flatmap. Donc ça donnerait ça. J'ai toujours mon rang de 0 à 20 entiers. Je prends les éléments pairs, je les transforme en string, je fais mon appel asynchrone et je crée un stream à partir de la future. Et en utilisant la fonction flatmap, là je me retrouverai avec une liste de strings toujours, quoi. Enfin un stream de strings, pardon. À ce moment-là, je peux utiliser la fonction map pour les mettre en majuscule et je les collecte. Sauf que ça, ça ne peut pas marcher parce que en fait, c'est bloquant, quoi. C'est une API de pool, donc en gros, en fait, là le collect, en fait, il est synchrone, donc en fait, même si on arrive à créer une future à partir des streams, de toute façon, il faudra quand même bloquer là pour attendre les résultats. Donc, du coup, ça fonctionne pas, quoi. Et donc, en fait, les streams de Java 8, c'est un petit peu comme Natacha, c'est tendu, quoi. Donc là, il y a une autre manière de voir les choses. C'est au lieu de faire du pool, en fait, au lieu de demander l'élément suivant à chaque fois, on va plutôt attendre que l'élément suivant il arrive pour faire quelque chose. Donc en gros, c'est plus du pool, c'est du push. Donc en fait, si on a une collection, sur une collection, quand on itère, on fait next, 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 next. Et là, c'est plutôt la méthode onNext avec une fonction de callback. Et en fait, à chaque fois qu'un élément suivant arrive, on va pouvoir le traiter, quoi. Donc en fait, on inverse complètement la tendance. Donc du coup, si on continue sur le mode, c'est un peu ça, quoi. Version Dickeneck. Qui fait du push, c'est RxJava. Donc en gros, là, à la place des streams, on a des observables, mais grosso modo, on peut voir les choses un peu de la même manière, sauf que ça va être complètement asynchrone. Donc j'ai toujours mon rang de 20 entiers, et je vais créer en fait un observable à partir de ces entiers. Donc là, je vais avoir un observable de stream, je vais avoir un observable de integer. Je filtre en prenant que les nombres pairs, je les transforme en string, et là je vais utiliser la fonction concatmap qui est la même chose que la fonction flatmap, sauf que ça conserve l'ordre des éléments, alors que la fonction flatmap on perd l'ordre. Et là en fait, ce qu'on voulait faire tout à l'heure, on va pouvoir le faire, c'est-à-dire faire observable from d'une future. Et donc là du coup on va pouvoir récupérer notre entier, et là on pourrait faire map de to uppercase comme j'ai fait tout à l'heure, mais... Et là, la grosse différence avec les streams de Java 8, c'est qu'au lieu d'avoir une méthode collect, en fait, j'ai une méthode subscribe. Et elle, en fait, elle n'est pas synchrone, elle est asynchrone. En fait, elle va enregistrer 3 méthodes de callback. La première, c'est le onNext, qui va être déclenché sur chacun des éléments du stream. Donc, on va pouvoir faire quelque chose avec. Le onError, c'est quand il y a une erreur qui arrive, ça arrive ici. Et à la fin, c'est le onComplete. Quand il n'y a plus des éléments, plus du tout d'éléments qui sont émis, en fait, c'est cette fonction-là qui va être appelée. Donc là, du coup, c'est pas mal. Ça répond un peu à notre problématique de stream asynchrone. Alors dans Rx, on peut aussi faire de la parallélisation. Alors c'est un petit peu moins simple qu'avec les streams de Java 8. Donc en fait, pour faire de la parallélisation, il y a une petite bidouille. En fait, on fait un flat map. Et quand on recrée en fait un observable à partir de l'élément, et lui, en fait, on va le scheduler sur un thread. Et donc en fait, ça va paralléliser tous les traitements. On va pouvoir les traiter, et à la fin, en fait, quand on aura la liste de tous les éléments qui seront arrivés, on va pouvoir interagir dessus, quoi. Donc là, pour le coup, ça, c'est un petit peu moins sympa au niveau lisibilité de code. Donc Rx, il offre pas mal d'opérateurs. On a map, flatmap, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un autre opérateur qui est assez intéressant, c'est reduce. Donc ça, par exemple, typiquement, ça permet de calculer la somme des éléments d'une liste ou ce genre de choses-là. En fait, c'est une fonction de réduction où en fait, on va passer le premier élément qui va servir d'accumulateur, et puis en fait, en gros, il va y avoir une fonction qui va prendre l'accumulateur plus l'élément courant, et puis derrière, on retourne une nouvelle version de l'accumulateur, et ainsi de suite. Donc ça permet de calculer des sommes, ou de compter des éléments, ou de concaténer des strings, enfin voilà, ce qu'on veut, quoi. La fonction filter, donc ça, comme son nom l'indique, ça permet de filtrer. La fonction skip, ça permet de dégager un certain nombre d'éléments de la liste. On a la fonction zip merge qui permet de rassembler deux streams ensemble. Et la fonction window qui permet de prendre des fenêtres en fait, d'éléments qui sont émis. Par exemple, si on a un stream continu, ça peut être intéressant de prendre tous les éléments sur une fenêtre d'un certain nombre
Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais faire une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors. Donc là, en fait, je peux peut-être mettre en plus gros. C'est où le plus? C'est bon, tout le monde voit ou pas? Non, pas trop? Ah merde. Ok, alors. Donc là, j'ai juste un petit serveur HTTP en fait qui, grosso modo, c'est une API REST. On lui envoie un string. Il attend une seconde et puis il le renvoie en fait. Hop. Je vais juste le lancer. Alors, je vérifie juste que... Ok, donc là il a dû démarrer. Donc là en fait, ça c'est l'exemple. Ça c'est l'exemple qu'il y avait tout à l'heure dans le slide. Sauf qu'en fait entre chaque traitement, en fait, j'ai rajouté, j'affiche dans quel thread c'est exécuté et tout pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc là, si j'exécute ce morceau de code là. Donc là, on voit en fait que du coup, il y a une seconde de latence entre chaque traitement. Et en fait, on voit bien les changements de thread à chaque fois. Et du coup, en fait, on voit bien que c'est pas bloquant cette manière de faire. Donc, maintenant, je vais essayer de vous montrer la méthode version parallélisée. Donc, grosso modo, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, en fait, ce qu'on dit, c'est que ça, c'est schedulé sur un thread. Donc là, si j'exécute ce code-là, on va voir, ça va beaucoup plus vite. Hop, ça se passe en 2 temps, en fait. Dans un premier temps, il balance tous les appels asynchrones en fait, en parallèle. Et après, il récupère toutes les réponses et à la fin, il les traite, quoi. Et donc là, en fait, si on regarde un petit peu les logs, on peut voir qu'à chaque fois, grosso modo, il provisionne des threads différents pour exécuter le truc. Ah oui, mince. C'est mieux comme ça. Donc, du coup, RxJava, c'est pas mal. Ça permet de paralléliser sur différents threads et également entre applications. C'est asynchrone. Il y a plein de fonctions qui permettent de faire tout un tas de choses. Mais il y a quand même un petit souci, c'est que du coup, c'est fait pour les consommateurs rapides. C'est-à-dire qu'en fait, si le producteur il publie trop vite et que le consommateur il est trop lent, et ben en fait, il va y avoir un souci. En fait, les éléments ils vont s'accumuler, et puis là, il va falloir en faire quelque chose. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle la back pressure. Donc grosso modo, on se retrouve submergé sous un flot de choses qu'on ne peut pas traiter, quoi. Et du coup, il y a plusieurs solutions pour ça. Soit on les bufferise. Donc en fait, le problème c'est qu'on risque de se retrouver en out of memory. Ou l'autre solution, c'est de bufferiser, mais en gardant une queue d'une taille fixe, quoi. Et du coup, là, on risque de perdre des éléments. Donc c'est là où en fait les reactive streams ils arrivent. Donc en fait, les reactive streams, c'est une spécification qui a été, commune entre plusieurs grands acteurs du moment, quoi. Donc on retrouve Netflix, Oracle, Twitter, Pivotal, Red Hat et TypeSafe. Donc bon, c'est pas non plus des petits joueurs, quoi. Et en fait, le principe des reactive streams, c'est un peu comme ce qu'on pouvait voir dans RxJava, c'est-à-dire qu'en fait, on a un publisher, c'est l'observable dans Rx, on a un subscriber, et en fait, du coup, c'est le pattern producteur-consommateur, et on a le publisher qui publie des données au subscriber. Et en fait, la petite différence par rapport à ce qu'on a dans Rx, c'est qu'en plus, il y a ça. C'est-à-dire, en fait, il y a une notion de demande.
Donc en fait, le publisher, il va pas balancer des données au subscriber comme ça et l'autre se débrouille avec. C'est plutôt le subscriber qui va requêter par la demande en fait un certain nombre de données. Et le publisher, lui, doit lui envoyer le nombre de données que l'autre a requêté. Et en fait, comme ça permet, par ce mécanisme de demande et de publication, en fait, de gérer le flot de données qui circulent. Donc, on peut également faire du split. Donc, en fait, pour faire du split, ça revient à merger les demandes au niveau du producteur. Et on peut faire du merge. Et du coup, ça revient à splitter la demande au niveau du subscriber. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut faire de la propagation. En gros, si le C est beaucoup plus lent que tous les autres, en fait, finalement, il va ralentir tout le monde parce qu'en fait, cette demande va être propagée d'étape en étape. Et du coup, ça permet de gérer le flot de données de bout en bout, quoi. Donc finalement, c'est des concepts qui sont assez simples, mais en fait, ça manquait. Donc dans les composants, on retrouve le publisher, donc c'est celui qui publie les données. Le subscriber, c'est celui qui reçoit les données. Et on a la souscription, en fait, c'est une notion, enfin c'est un élément qui est entre les deux pour faire le pont, quoi, et qui permet de faire les demandes. Donc au niveau des interfaces de la spec, ça se présente comme ça. En fait, on a notre publisher qui est une méthode subscribe qui prend un subscriber en paramètre. Le subscriber, lui, il a plusieurs méthodes à implémenter. Donc, il a le onSubscribe qui permet de récupérer une référence de la subscription. Le onNext, le onError et le onComplete, c'est comme dans RxJava tout à l'heure. En fait, le onNext, il va être exécuté sur chaque nouvel élément. Le onError lorsqu'il y a une erreur et le onComplete à la fin. Et donc, la souscription, elle, en fait, elle a une méthode request qui permet de requêter un certain nombre d'éléments qu'on souhaite recevoir. Et elle a une méthode cancel qui permet d'abandonner, quoi. Et en fait, on a une dernière interface, c'est le processeur qui implémente les deux. Donc lui, en gros, c'est plutôt un élément qui serait entre les deux et qui fait les deux, quoi. Donc grosso modo, ce qu'on voit dans l'API, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste 3-4 interfaces. Il y a également en fait, des spécifications qui décrivent les comportements. Et surtout, on a un TCK complet. Et donc c'est surtout lui qui est important. Et il permet de tester les implémentations. Et notamment dans les specs, en fait, c'est bien marqué que tout doit être fait de manière asynchrone et non bloquante de bout en bout, quoi. Donc ça, c'est un petit aparté. En fait, il y a deux types de streams. Donc ça, on verra après. Il y a les hot et les cold. Donc en fait, les cold streams, c'est des streams où en fait, les éléments sont lus au moment où on s'abonne. Donc par exemple, c'est un fichier texte. Au moment où on souscrit, en fait, c'est à ce moment-là que le fichier va être lu pour remonter les éléments. Et donc, en fait, on peut se dire que chaque subscriber aura les mêmes données, quoi. Et en fait, on a les hot streams. Et là, en fait, c'est plutôt, on prend le train en marche. Donc, c'est plutôt des choses qui arriveraient sur le réseau ou un truc comme ça. Ou alors, là, limite, on va pouvoir bufferiser un certain nombre d'éléments pour récupérer peut-être des éléments passés, mais c'est assez limité, quoi. Donc ça, c'est deux notions qui sont importantes parce que derrière, ça va permettre de gérer des choses. Donc là, je vous ai montré un exemple de souscription. Donc en fait, on a un publisher, on ne sait pas ce que c'est, mais en gros, il publie des données. Et en fait, quand on souscrit à ce publisher, l'idée, c'est de garder déjà une référence à la souscription, de requêter le premier élément. Et sur le onNext, en fait, on va traiter l'élément et puis on va requêter l'élément suivant. Sur le onError, c'est fini. Et puis sur le onComplete, voilà, c'est fini aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Donc ça, en fait, c'est un exemple d'implémentation, mais en gros, c'est pas conseillé de faire ça, puisqu'il y a des frameworks qui rajoutent une couche d'abstraction parmi toute cette API. Et en fait, l'API, elle sert juste pour faire de l'interopérabilité en fait, entre les différents frameworks, et ça permet de passer de l'un à l'autre par l'intermédiaire de ces interfaces. Donc les implémenteurs des Reactive Stream, donc on a Reactor, donc c'est un projet fait par Pivotal. On a RxJava dont j'ai parlé avant. On a AKStream et AKHTTP, Vertix, Ratpack, Slick, MongoDB, RabbitMQ, Kafka. Donc en fait, ces trois-là, c'est plutôt des frameworks, on va dire, pour utiliser les streams. AKHTTP et Vertix, c'est des frameworks plutôt HTTP qui s'appuient sur les Reactive Stream et qui permettent de gérer les données de manière asynchrone.
Ratpack également. Slick, c'est un ORM. Donc là, du coup, ça permet de requêter une base de données et en fait de récupérer les résultats sous forme de stream. MongoDB, du coup, il y a un driver qui implémente les reactive streams, donc ça, c'est assez intéressant. Et pour RabbitMQ et Kafka, ça doit être juste des projets, des wrappers au-dessus des clients classiques qui exposent les données sous forme de producers. Donc du coup, on revient encore à RxJava, parce qu'ils font partie des gens qui implémentent cette spec. Donc du coup, Rx est fait par Netflix, c'est peut-être le plus mature des trois, parce qu'en fait, il existe depuis longtemps, il est utilisé en production et depuis pas mal de temps. Il y a plein de langages qui sont supportés, donc il y a du Java, du Scala, du JS, il doit y avoir du Groovy et tout un tas d'autres langages. Dans la première version, en fait, comme en gros les API existaient déjà de Rx, en fait, ils ont pris les reactive streams en cours. Donc en fait, ils ont essayé de les intégrer, mais c'est pas forcément, c'est pas basé directement dessus, quoi. Et en fait, ils ont un truc qui s'appelle, je sais plus comment c'est, RxJava Reactive Stream, qui permet de créer un publisher à partir d'un observable et de faire l'inverse. Donc du coup, dans RxJava, quand on passe en mode Reactive Stream, en fait, du coup, il y a la méthode subscribe à partir d'un subscriber, et puis là, on peut faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer directement avec du vrai code. Donc là, en fait, on a juste un truc très simple qui prend une liste de 20 éléments, qui les filtre en gardant que les éléments pairs, qui les transforme en string, et puis après, derrière, on s'abonne à ce stream. Donc là, si j'exécute ce code-là, voilà, ça va très vite, j'ai tous mes éléments. Maintenant, ce qui peut être marrant, c'est dans le onNext, en fait, au lieu de faire un request pour récupérer l'élément suivant, si je mets ça entre parenthèses, enfin en commentaire, pardon. Voilà, là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on n'a plus rien. En fait, on n'a que le premier, parce qu'en gros, là, la demande, en fait, elle est partie d'ici, elle remonte tout. Et puis en fait, donc là, on a requêté un élément, il est envoyé, et puis après, on n'en requête plus, donc en fait, il n'envoie plus rien. Donc là, en fait, on voit le mécanisme de propagation de la back pressure. Là, ça permet d'illustrer cette chose-là. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est laisser ce truc-là en commentaire, mais par contre, ici, dès le début, on va en requêter 10. Et donc là, je retrouve bien tous mes éléments qui sont publiés, quoi. Donc là, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Donc il y a un autre acteur dans les reactive streams. Ah non, c'est toujours sur RxJava. En fait, il se peut que le publieur des éléments, il ne supporte pas le mécanisme de demande, en fait. Et en fait, quand ça arrive, là, en gros, il y a des méthodes qui permettent. Donc c'est onBackPressureBuffer, onBackPressureDrop et onBackPressureBlock, qui permettent de gérer ce cas, en fait, dans le cas où l'émetteur ne supporte pas ce mécanisme-là. Donc du coup, un deuxième acteur, un deuxième implémentaire de cette spec-là, c'est Reactor. Donc Reactor, c'est un projet de chez Pivotal. Ça a été créé from scratch. L'API, elle est assez proche d'RxJava. On retrouve à peu près les mêmes opérateurs. Et en fait, du coup, là, c'est juste qu'en interne, c'est basé sur Lmax Disruptor. Donc en gros, ça doit être un espèce de ring buffer qui permet d'envoyer des messages entre threads. Donc a priori, ça, c'est assez... en termes de perf, c'est pas mal. Donc je vais faire une petite démo, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on a la même chose, on a une liste, on fait le split de chacun des items, et à la fin, en fait, je vais compter le nombre de lettres qu'il y a. Et puis, en fait, là, il y a la méthode consume qui permet en fait, de récupérer le résultat final, et je l'affiche dans la console. J'exécute. Et voilà, là, donc en gros, on a 17 lettres. Donc là, je ne vais pas plus loin pour cette implémentation-là. Donc maintenant, je vais vous parler du dernier framework que je vais vous présenter. Donc c'est le framework AK avec les AK Stream.
Donc là, c'est fait par TypeSafe. On peut coder en Java en Scala. En fait, c'est une API de type Blueprint, c'est-à-dire qu'en gros, on va décrire le stream tel qu'on veut le voir. Et à la fin, en fait, il y a une notion de materializer qui va en gros matérialiser stream et en fait exécuter et traiter les données, quoi. Et donc là, en fait, aujourd'hui, il y a un materializer qui est basé sur les acteurs d'AK, mais en fait, on pourrait très bien l'implémenter autrement. Et dans la DSL, en fait, des AK Stream, on va retrouver 4 grandes notions. Donc en fait, il y a la source. Donc ça, c'est ce qui est à l'entrée et qui émet les éléments. On a le flow. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui a une entrée qui fait un traitement et qui a une sortie. On a un graphe, ça je vais y revenir après. Et à la fin, on a le sync. En fait, là, du coup, c'est la sortie. C'est là où les éléments vont aller s'échouer. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans leur documentation. Donc en fait, tous ces petits éléments, en fait, on va pouvoir les composer les uns avec les autres. Et puis à la fin, une fois qu'on les a créés, en fait, ça fait un peu comme des Lego, on peut les assembler et puis en gros se créer notre stream, quoi. Donc en fait, on voit qu'il y a des éléments qui ont 2 entrées, une sortie. Ça pourrait être plus d'entrées et plus de sorties. Enfin voilà, après il y a un peu de tout. Et en fait, on a des BD flows, donc c'est des flows bidirectionnels en fait qui permettent de traiter des éléments dans un sens et dans l'autre. Donc après, quand on les assemble, ça peut donner ça. Donc en fait, si on assemble 2 trucs ensemble, à la fin, ça redonne un flow qui correspond à l'exécution des 2 morceaux qu'on a mis ensemble, quoi. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai une liste en fait avec les lettres de l'alphabet. J'ai une source en fait qui c'est donc du coup c'est en Scala. J'ai pas précisé au début, donc j'espère que ça va aller avec la syntaxe. Donc là en fait j'ai une source qui va émettre des éléments de 0 à 49, donc grosso modo 50 entiers. Et donc là je définis un certain nombre de flows, donc en fait c'est qui permettent de transformer en gros les éléments de mon stream. Donc le premier flow, lui il prend un entier en entrée. Il va faire le modulo 26 pour s'assurer que les entiers... Ah pardon, je vais mettre en plus grand. C'est bon comme ça? Ça va? Ouais. Donc je reprends, en fait là j'ai ma source, c'est de 0 à 49, donc ça fait 50 entiers. Ensuite j'ai mon flow qui donc prend des int en entier. Lui, il va faire modulo 26 en fait, pour s'assurer que, grosso modo, mes entiers ils sont entre 0 et 26. Et là, j'ai la fonction map, donc qui va transformer l'entier en prenant en fait, la correspondance dans la liste de l'alphabet. Donc en fait, ça me convertit un int en lettres de l'alphabet. Okay. Du coup, ça, c'est un flow qui prend des strings et qui charge de les mettre en majuscules. Ça, c'est un flow qui utilise la méthode fold. Donc, grosso modo, c'est la même chose que la méthode reduce dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on donne l'élément initial, donc c'est la chaîne vide. Et ensuite, il y a une méthode qui prend l'accumulateur et l'élément courant. Et en fait, là, je les concatène. Donc, en gros, le résultat de ça, c'est que ça va prendre tous les strings et puis ça va en faire un seul avec la concaténation de tous. Et celui-là, en gros, il va prendre un string, il va le splitter. Il va le transformer donc en liste de caractères. Et puis en fait, il y a un fold. Mais là, ce fold, il fait plus 1 à chaque fois. Donc en gros, il va compter le nombre de lettres qu'il y a dans un string. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est à partir de ma source, c'est la faire passer par tous les flows. Donc je fais via, et puis à chaque fois, je compose en fait tous les flows les uns au bout des autres, quoi. Et puis à la fin, je vais pouvoir l'exécuter. Alors, le problème c'est que donc là du coup à la fin ça m'affiche 50 qui est le nombre d'éléments, donc en fait ça sert pas à grand chose mais c'est juste pour montrer un peu le truc, quoi. Enfin grosso modo tous les exemples que je présente ils servent strictement à rien. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer, il y avait la notion de graphe. Donc là, c'est pour aller plus loin en fait.
Comme il y a des éléments qui ont deux sorties et d'autres qui ont deux entrées et ainsi de suite, et ben en fait, on va pouvoir carrément designer des graphes de traitement en fait, de trucs qui vont être mis bout à bout et à la fin, ben, en fait, en les combinant ensemble, on peut arriver à avoir un truc de fou, quoi. Donc il y a aussi une notion de graphe partiel. Donc en fait, finalement, un graphe partiel, ça revient à avoir un flow, sauf qu'à l'intérieur de ce flow-là, ben, en fait, il y a des choses un peu folles qui se passent, quoi. Donc là, du coup, c'est ce que je vous disais juste avant. Un graphe, ça devient un flow à partir du moment où il a une entrée et une sortie. Et puis du coup, on peut les combiner ensemble. Du coup, je vous ai préparé un petit exemple qui sert encore une fois à rien du tout. Donc là, je vais avoir un graphe partiel qui a une méthode, qui a une entrée, qui va broadcaster en deux sorties. Et en fait, dans ces deux sorties, il y en a une, ça va être l'entrée en majuscule, et l'autre, ça va être l'entrée en minuscule. Là, j'ai un autre graphe partiel qui a deux entrées. En fait, dans chaque entrée, ça va concaténer les strings les uns avec les autres, et à la fin, ça va recréer, en fait, ça va remerger ces deux flows ensemble. Donc quand on met tout ensemble, ça donne un flow, quoi, finalement, où à l'intérieur, il y a l'exécution de deux graphes partiels. Je vais vous montrer ça sous forme de code. Hop, c'est celui-là. Donc le premier, en fait, c'est la version sans créer des flows, des graphes partiels plutôt. Donc en fait, j'ai un seul graphe qui est fermé où tout est exécuté à l'intérieur. Donc j'ai là, du coup, ma source, c'est une liste de lettres qui sont soit en minuscules, soit en majuscules. Donc là, en fait, grâce au builder, je crée un élément de type broadcast. Donc lui, en fait, je lui dis qu'il va avoir deux sorties. Je crée un élément de type merge pour dire qu'il a deux entrées. Et j'ai un flow qui met en majuscule, un flow qui met en minuscule, un flow qui fait la concaténation. Et j'ai une sortie qui affiche tous les éléments. Et donc là, en fait, je vais les connecter. J'aurais dû mettre en plus grand. Et là, je vais les connecter tous ensemble. Donc en fait, dans ce cas-là, on peut créer des méthodes avec un peu d'ASCII-Art. Donc là, grosso modo, j'ai mon entrée qui est ici. En fait, je vais l'envoyer vers mon élément de broadcast. Mon élément de broadcast, la première sortie elle va être en majuscule, la deuxième en minuscule. Ensuite, je vais l'envoyer vers mon flow de concaténation de lettres. Et puis en fait, derrière, je vais renvoyer tout ça dans mon élément de merge. Et à la fin, j'envoie ça dans ma sortie qui affiche tout. Hop, donc si je réduis un peu. Donc là, j'ai deux fois l'alphabet, en fait, un en majuscule, un en minuscule. Donc maintenant, je vais vous montrer ce même exemple, mais en version graphe partiel. Clac. Donc là, j'ai un premier graphe partiel qui correspond au premier schéma que je vous ai montré. Donc lui, en fait, il va exposer une entrée et deux sorties. Donc en fait, je crée un élément de type broadcast. La première branche, ça met en majuscule, la deuxième en minuscule. Et en fait, derrière, en sortie, j'ai une structure qui expose une entrée et deux sorties. J'ai mon deuxième graphe partiel qui, lui, donc, a un élément de type merge. Et en fait, chacun des deux branches, en fait, ça va faire la même chose. Ça va concaténer les éléments ensemble. Et donc là, j'expose une structure qui a donc une sortie et deux entrées. Ensuite, j'ai un autre graphe partiel qui met les deux ensemble. Donc là, grâce au builder, ça c'est le premier graphe partiel que j'ai créé, ça c'est le deuxième. Et puis en fait, je les connecte. Et puis je retourne l'entrée de l'un et la sortie de l'autre. Et puis à la fin, mon alphabet, je le fais passer via ce flow. Et puis je l'imprime dans la console. Donc là, si j'exécute ça, hop, quand il veut, voilà, ça met les deux alphabets. Donc ça fait exactement la même chose. Ah, pardon. Ici, là, tu veux dire? Le premier? Oui, c'est l'indentation qui fait ça. En fait, je pourrais mettre... Là, en fait, si je fais ça, là, ça fait exactement la même chose.
Donc les tildes avec les flèches, c'est qu'en gros on peut créer des méthodes qui ont des noms avec des caractères, quoi, avec des caractères bizarres. Et en fait, si la méthode elle a qu'un paramètre, en fait on peut mettre un espace entre l'objet qui possède la méthode et le paramètre de la méthode. Donc en fait, en gros, ça revient à si je faisais alphabet.ça, parenthèse, ce truc-là, quoi. Voilà. C'est juste du sucre syntaxique. Donc en fait, cette notion de back pressure, en fait, on peut la propager sur le réseau, parce qu'en fait, dans TCP, on a la possibilité d'avoir des choses bidirectionnelles. Et donc du coup, ça c'est ce que propose AK. Donc en fait, dans AK, on peut créer un serveur TCP et en fait gérer ça de manière complètement asynchrone. Donc là, c'est l'exemple que j'ai juste pris sur leur site. Et en fait, ça permet de répondre la même chose que ce que l'envoyeur a envoyé. Mais ça, du coup, tout en gérant le côté demande et envoi d'événements. Donc du coup, c'est assez sympa parce que ça permet en fait de propager le mécanisme de back pressure sur d'autres machines en fait, du système, quoi. Et donc du coup, dans AK, en fait, après les AK Stream, ils ont fait les AK HTTP. Donc du coup, ça s'appuie dessus. Et donc en fait, c'est une espèce de boîte à outils qui va permettre de faire des frameworks HTTP, mais en s'appuyant sur cette spec, quoi. Donc en fait, on a une gestion native de la back pressure, ça vient en remplacement de spray. Et donc du coup, la DSL elle ressemblerait grosso modo à ça. Donc en fait, on peut définir des passes, et puis sur chaque passe, dire la méthode get, post, machin truc, et puis en fait, on a une méthode complete pour envoyer la réponse. Et dans la méthode complete, en fait, soit on retourne une future, soit on peut retourner carrément un stream si on veut streamer les données jusqu'au navigateur, quoi. Donc j'ai essayé de vous faire une petite démo de ce truc-là. Mais alors c'est pas évident à montrer parce qu'en fait il y a un système de buffering au niveau de l'OS également. Alors, donc là en fait la démo c'est tout con. En fait j'ai un serveur HTTP qui écoute sur slash là. Et en fait en gros à chaque fois que pardon. Donc en gros, c'est comme si on voulait télécharger un fichier. Et donc je vais démarrer le serveur. Hop. Quand il veut. Alors vu la taille de l'écran, je pense que ça va vite devenir illisible. Ah ouais, putain, en plus c'est zoomé. Comment je vais faire ça ? Non mais du coup je vais pas vous le montrer parce que je pense que je sais pas comment me débrouiller. Alors, hop, CTRL-N. Merde, je suis pas dans la bonne fenêtre. Donc en gros là ce qui se passe c'est que c'est comme si le client en fait voulait downloader un fichier, donc en fait il appelle cette URL et on va lui émettre des éléments de manière infinie. Et en fait ça va être les lettres de l'alphabet un peu dans le désordre. Donc en gros ce que fait ce serveur c'est tout con. Et en fait là l'idée c'est d'utiliser un CURL mais en limitant la demande pour montrer que en fait en gros, le serveur HTTP, en fait, il va s'adapter à cette demande-là pour remonter les éléments au fur et à mesure en fait, que la demande arrive. Donc en fait, au début, on voit que même si là, il n'y a rien demandé, en gros, là, il bufferise un max de choses. Alors merde, elle est où ma souris ? Là, si j'efface, en fait, on va voir qu'au fur et à mesure, si ça se passe bien. Alors comme en fait, il met des choses en cache au niveau de l'OS, des fois, il faut attendre un petit moment avant qu'il redemande, mais j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Sinon, c'est pas grave. Donc là, voilà, en fait, il redemande ainsi de suite. Et donc en fait le mécanisme de demande en fait est propagé du client au serveur et ainsi de suite. Et en gros tout ça est traité de manière asynchrone.
Ok. Donc la dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'interopérabilité entre tous les frameworks qui implémentent cette spec. Tac. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc là, grosso modo, alors, je vais remettre en grand. Donc là, c'est juste pour montrer comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc je commence avec RX, en utilisant la petite lib qui permet de faire la transformation en publisher. En fait, je récupère un publisher. Je crée un stream de réacteur à partir de ce publisher. Donc là, je fais des transformations à chaque fois. Ensuite, à partir du résultat de ce truc-là, je crée une source d'AK et je fais quelque chose. Et puis en fait, à la fin, je vais m'abonner à ce bidule-là. Et puis en gros, on va avoir le truc qui va passer par tous les frameworks. Hop. Bon, bah là, du coup, il doit y avoir un résultat quelque part. Ouais. Donc là, du coup, il y a le résultat qui est ici. Mais bon, voilà. C'est juste pour montrer qu'en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Donc là, du coup, ça, c'est qu'est-ce que ça pourrait être l'application du futur en utilisant les Reactive Streams. Bah, grosso modo, finalement, comme en fait, on peut utiliser ça sur tous les I/O, bah, on pourrait imaginer les connexions aux bases de données qu'utilisent ce truc-là. Plus qu'on peut propager la back pressure d'application en application à travers le réseau, bah, finalement, en fait, notre appli devient juste un pipe de transformation de données. En fait, on peut interconnecter tous nos applis, puis en gros, les données font juste circuler de bout en bout, tout ça de manière asynchrone, quoi. Donc je ne sais pas si ça arrivera, on verra. L'intégration à Java, donc a priori, ça pourrait être intégré au JDK 9. Donc il y aurait Java utile.concurrent.flow qui, grosso modo, serait la même chose que le publisher, quoi, d'après ce que j'ai compris. Donc après, il faut voir si ça arrive vraiment ou pas, quoi. Et j'ai cru voir aussi que ça pourrait être en fait le point de départ de Servlet 4. Donc après, on verra bien. Donc merci, du coup c'est fini. Là, je vous ai mis quelques liens. Et du coup il doit rester quelques minutes pour des questions s'il y en a qu'on a. Comment un producteur doit-il gérer des subscribers qui ont des vitesses différentes? C'est précisé ça. Eh ben, en fait, pour moi, il s'adapte au plus lent en fait. Ouais, exactement. Mais en fait, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas d'importance parce que comme du coup c'est asynchrone, en fait, potentiellement, même si celui qui est plus rapide, en fait, il attend sa donnée, le serveur peut continuer à faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, c'est un peu gênant. À ce moment-là, il vaudrait peut-être mieux faire un split complet, quoi. Pas d'autres questions? Bon, mais merci.